l'argent des Français est-il dépensé? On a posé la question justement aux Français. Eh bien, 64% d'entre eux pensent que l'argent de leurs impôts n'est pas bien utilisé. Seulement 36% d'entre eux estiment que l'argent va au bon endroit. Michel Barnier, vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut mieux utiliser cet argent? Est-ce que ça passe par les réductions massives de nombre de fonctionnaires ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? D'abord, j'ai toujours pensé qu'il y avait de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Seulement, la dette française actuellement, c'est près de 3 000 milliards. Si vous conjuguez la dette avec l'inflation qui revient, vous pouvez clairement imaginer une crise financière nouvelle qui touchera d'abord les épargnants, et c'est ce qu'il faut éviter. Le commerce extérieur s'est effondré, comme l'a d'ailleurs dit Laurent Wauquiez il y a quelques jours. Quand on a un commerce extérieur qui s'effondre et qu'on donne des primes à tout le monde en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il donne de l'argent aux Français qui achètent des produits étrangers, donc on détruit des emplois chez nous. Donc on dépense trop et on dépense mal. Et donc il y a un certain nombre de réformes que je veux juste télégraphiquement citer. La première, c'est sans doute la réforme de l'État. On a calculé que le délire bureaucratique qui empêche l'initiative des artisans, des commerçants, des agriculteurs de se développer, ça représente 3% du PIB. Donc il faut simplifier partout et tout le temps. Et puis, il faut faire d'autres réformes qui concernent notamment la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Il y a beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliards à récupérer. Je parlais de bonnes dépenses. Je voudrais, dans ce prochain quinquennat, que l'on mette ensemble deux réformes qui vont ensemble et que les Français comprendront. Une grande politique familiale, reconstruire la politique de la famille et de la natalité, et en même temps, la réforme des retraites que M. Macron n'a pas été capable de faire, portée à 65 ans, pour faire quoi? Pour sauver le régime de répartition, mais aussi mieux payer les petites retraites. Pour vous économiser du temps après, vous me remercierez, vous le verrez tout à l'heure. Philippe Juvin, vous êtes le seul, et ça, c'est important, vous allez nous dire pourquoi, à ne pas réclamer de diminution du nombre de postes de fonctionnaires. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que notre société est trop fragile? Est-ce que vous estimez que si on va vers de telles réductions, on peut même mettre en danger l'équilibre précaire déjà de notre société? Oui, je pense qu'effectivement, la situation est très, très fragile. Regardez l'hôpital public. Nous avons actuellement 20% des lits qui ne sont pas disponibles parce que nous n'avons pas suffisamment d'infirmières ou d'aides-soignantes. Regardez la police. Nous disons partout qu'on voit très bien qu'il y a un problème d'ordre public. Les juges, les greffiers, les douaniers. Bref, il nous manque du monde partout. Et on va expliquer que la première chose que nous allons commencer à faire en arrivant, c'est de diminuer le nombre de fonctionnaires. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre vos amis et concurrents? Pardon, c'est un débat, donc nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas un sujet. Heureusement que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Le sujet est là. C'est qu'aujourd'hui, la France est extrêmement fragile. Et je pense qu'il ne faut pas affaiblir la fonction publique. Il faut la renforcer. Alors comment on fait? Parce qu'une fois que j'ai dit ça... parce qu'ils ne sont pas d'accord. Bien sûr, mais voilà. Vos amis de la droite. Quand le philosophe Alain disait quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Donc ça tombe bien, là. Il y en a 5, on n'en parle pas. Voilà. Donc le sujet, c'est comment fait-on pour renforcer les services publics? Les gens, en fait, les Français, ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. C'est ça le sujet. Ils n'en ont pas pour leur argent. Comment on leur rend l'argent? Eh bien, on rend la fonction publique efficace. Et moi, je crois que la fonction publique, d'abord, pour la rendre efficace, il faut avoir plus de fonctionnaires au contact des Français. Pas en embauchant, moi je ne veux pas embaucher de fonctionnaires, mais je veux redistribuer des postes qui sont des postes à visée bureaucratique, on va dire, les mettre au contact des individus, à l'hôpital, les patients. Pour qu'on comprenne bien écoutez, ce que vous regardez. Les exemples, ils sont multiples. Dans la fonction publique hospitalière, il y a autant d'équivalents temps plein de médecins que d'équivalents temps plein d'administratifs. Autant. On marche sur la tête. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes savoir-faire. Bien entendu. Donc ce que je veux faire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas demander au directeur d'opérer un patient. C'est vrai que la France va mal, mais nous n'en sommes pas encore là. Non, ce que je veux faire, c'est que ces postes budgétaires, eh bien, je vais les transformer pour faire en sorte de les transformer en postes de fonctionnaires qui sont au contact. Vous savez, dans la fonction publique hospitalière 1 pour 1, à l'hôpital privé à but lucratif, le ratio c'est 3 médecins pour un administratif. Donc je divise par 3 le nombre de fonctionnaires dans l'administration de la fonction publique hospitalière, je redéploie les postes au contact des patients, et je fais pareil dans la police, et je fais pareil dans les juges. 200 000 postes redéployés. Pas de postes en plus, mais 200 000 postes redéployés. Deuxième point, pour réanimer la fonction publique. Moi je fais confiance aux fonctionnaires, je leur donne de l'autonomie.
quand vous donnez de l'autonomie aux fonctionnaires, en fait, ça marche. Parce qu'il y a un sens de nouveau. L'hôpital de Valenciennes, chez Xavier Bertrand, est bien connu pour cela. C'est un hôpital qui est très efficace parce qu'on a donné aux médecins la capacité de définir eux-mêmes leur projet de fonctionnaire. C'est très important parce que c'est quand même... C'est ça, c'est le sujet. Rendre la fonction publique plus efficace. Pourquoi on insiste sur cette différence? Le 4 décembre, il y aura un vainqueur. Et peut-être, qui sait qu'il y a déjà pour plus tard un président, une présidente de la République. Vous allez potentiellement travailler ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord sur cette quand même question majeure, Philippe Jubin vous dit, si on touche Valérie Pécresse quand même à ses postes de fonctionnaire, c'est un équilibre qu'on touche pour notre société. Est-ce que ça vous interpelle? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Il a cramé la caisse avec un cynisme. Vous l'aimez bien l'expression. Oui, mais il faut la redire. Il faut le redire parce que les Français n'en ont pas. Les Français n'en ont pas. Les Français n'en ont pas conscience. C'est chèque. C'est Laurent Wauquiez qui a été le premier. Non, excuse-moi. C'est moi qui ai été la première à le prononcer. Excuse-moi, Éric. Laurent Wauquiez, nous l'adorons tous ici. C'était pas sur Emmanuel Macron. C'est moi qui ai dit dès le début qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Pourquoi? C'était dans un autre contexte. Pourquoi? Peut-être mieux pas le rappeler. Pourquoi? Pourquoi vous faites référence? Bon, Emmanuel Macron. je passe. Emmanuel Macron a cramé la caisse avec un cynisme total pour les générations futures parce que ces chèques multiples et variés, c'est de la dette. Et donc aujourd'hui, nos générations futures vont se retrouver avec une addition à payer. La dette, c'est des impôts demain. Donc moi, je veux remettre de l'ordre, pas seulement dans la rue, pas seulement dans l'école. Je veux remettre de l'ordre aussi dans les finances. Et ça suppose de faire toutes les réformes que la droite a toujours voulu faire, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas été élu en 2017. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage avec la dégressivité. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Il y a 1 million d'emplois qui sont disponibles à Pôle emploi. Et puis, il va falloir faire la réforme de l'État, la réforme de la décentralisation. Bon courage, tout ça en même temps, Madame Pécresse. Oui, bien sûr. Mais je serai prête. Le 24 avril, la rue aussi, probablement. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que... Alors, c'est très important, la méthode. Comment rapidité. on va y arriver? La rapidité. Il faut que toutes mes lois soient prêtes le 24 avril. La loi décentralisation, qui décentralisera par bloc de compétences. On clarifiera toutes les compétences. Parce que tout le monde fait tout en même temps. Éric Ciotti, allez-y, terminez. La loi sur la sécurité intérieure qui permettra de lutter contre le terrorisme et qui permettra de créer des postes. Parce que moi, je supprime 200 000 postes dans j'allais dire, l'administration administrante, partout, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique hospitalière. Vous demandez aux collectivités locales de supprimer. Mais oui, il y a 53 000 fonctionnaires. Attendez, il y a 53 000 fonctionnaires à la mairie de Paris. Ils ne sont pas aux 35 heures, et je peux vous dire, il en manque à la propreté. Voilà. Donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on peut gérer mieux. Et on peut aussi gaspiller de l'argent et manquer d'agents à un certain moment. Ça s'appelle la mauvaise gestion. Donc je supprime ces 200 000 postes, j'en recrée 50 000 dans 3 secteurs très importants, éduquer, protéger, soigner, dont 25 000 à l'hôpital. C'est pour ça que je pourrais gouverner avec Philippe Juvin, qui sera heureux d'être sur ce programme et redonne de la place à la santé. Éric Ciotti, comment on rend l'argent français? Quelle est votre solution? Vous voulez supprimer le max de fonctionnaires? Revenons à l'essentiel. Sans revenir au débat précédent, moi je suis plus Turgot que Colbert. Je suis plus pour la liberté que pour l'État qui paralyse. Aujourd'hui, quel est le mal français? C'est un État social qui est devenu obèse. 57% de dépenses publiques dans notre richesse nationale, c'est monté jusqu'à 68% pendant la crise sanitaire. C'était quasiment plus que pendant l'ère soviétique pour la Pologne. Il faut aujourd'hui libérer les énergies. Cet excès de dépenses publiques est financé comment? Par la dette, c'est un chèque en blanc sur les générations à venir, et surtout par l'impôt. Parce que nous détenons de ce fait le triste record d'être le pays au monde où les Français payent le plus d'impôts et de charges. Il y a une date qui est importante dans le calendrier civil de l'année. C'est le 19 juillet. 14 juillet, c'est notre fête nationale. Mais le 19 juillet, c'est le jour de libération fiscale des Français. Ça veut dire que du 1er janvier jusqu'au 19 juillet, les Français travaillent pour l'État. Donc je veux le dire aujourd'hui, et c'est le cœur de mon projet de libéralisation des énergies, de valorisation du travail. Eh bien, moi, je veux le dire, quand on est de droite, pour moi, la priorité, l'urgence, c'est aujourd'hui de baisser les impôts, de baisser les charges
de baisser les impôts des ménages. Parallèlement, on baisse les dépenses publiques, retraite à 65 ans, 39 heures, des mesures, 100 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques. Je reprends à mon compte le projet courageux de François Fillon. Mais de l'autre côté, ça nous autorise à baisser les impôts. 2 baisses majeures. La suppression de l'impôt sur la mort. Les droits de succession qui aujourd'hui sont à la fois un impôt et de donation, un impôt injuste et économiquement absurde parce qu'il fiche des patrimoines qu'on pourrait orienter... pour l'État. Non, très peu. Qu'on pourrait orienter pour la jeunesse. C'est une mesure qui coûtera 8 milliards d'euros et qui permettrait d'avoir le plus puissant plan de relance parce qu'elle permettrait de débloquer les 5 700 milliards d'euros qu'il y a dans les comptes, dans les livrets des Français pour les orienter vers l'économie productive, vers la jeunesse. Et deuxième mesure, je veux profondément réformer l'impôt sur le revenu aujourd'hui pour qu'il y ait plus que 2 taux. Les foyers modestes ne vont pas vous dire merci, monsieur. Les foyers modestes ne verront rien changer. C'est de facto une hausse d'impôt. Non, puisque je reste à 0% jusqu'à ceux qui gagnent le SMIC. C'est la situation aujourd'hui. En revanche, pour ceux qui sont les classes moyennes supérieures, ceux qui travaillent beaucoup, ils n'auront plus qu'un taux unique à 15%. Est-ce que vous croyez qu'il est normal que 10% des Français paient 72% de l'impôt sur le revenu? Si vous ne serez pas un Robin des Bois à l'envers. C'est une injustice, absolument pas. Parce que ces mesures qui ont été appliquées dans des pays... Regardez les États-Unis, regardez ça, ce qu'a fait Trump. Bon, il a diminué de plusieurs milliers de milliards de dollars les impôts. Ils n'avaient pas 3 000 milliards de dettes. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de dettes aux États-Unis. Il y en a peut-être plus qu'en France, mais ils ont la Banque fédérale des États-Unis qui couvre la dette. C'est la différence avec nous. Mais ce qui a été fait aux États-Unis, la conséquence, plus de croissance, un chômage quasi nul et la pauvreté. Vous savez, vous nous dites, Robin des Bois, aujourd'hui, il y a 14% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. 10 millions de Français. Et aux États-Unis, c'est 7%. Ça veut dire que quand on fait confiance à l'initiative, quand on récompense l'effort, le travail, eh bien, on y arrive. Et moi, je veux qu'on augmente, on baisse les impôts et parallèlement, on augmente les salaires en baissant les charges. Et là, on aura un vrai programme de droite et de réforme économique et pas des demi-mesures. Comment, Xavier Bertrand, on peut vivre dignement de son travail dans notre pays? C'est une question fondamentale. Comment on fait? La première des choses, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du président de la République, c'est à la fois l'urgence, parce qu'il y a urgence dans notre pays à permettre à ceux qui travaillent de vivre de leur travail. La fin du mois, pour beaucoup de nos concitoyens qui travaillent, ce n'est pas le 30, c'est le 5 ou le 10, quand il y a les prélèvements qui tombent. Ça ne peut pas durer. Et puis, c'est aussi de préparer l'avenir. Les réformes, la baisse des dépenses publiques, ça va viser à nous désendetter, parce que ce n'est pas à nos enfants de faire le travail à notre place, de baisser les impôts et aussi d'investir dans nos services publics. J'ai parlé tout à l'heure du handicap, il y a le vieillissement, il y a aussi la santé, l'éducation, le fait de produire et de préparer l'avenir. Donc désendettement, baisse des impôts et justement les services publics et l'avenir. Vous me parliez tout à l'heure, à l'instant, de ces questions de pouvoir d'achat. On ne s'en sortira pas si on ne travaille pas davantage. Je veux que l'on puisse allonger la durée du travail dans l'entreprise. Sortir enfin des 35 heures, enfin. 20 ans que la droite le dit. Oui, mais là, le moyen de le faire, c'est un système... Je vais dire l'héritage, mais là... Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le salarié va y gagner dès la 35e heure, pas d'impôt, pas de charge, et pour le chef d'entreprise, une exonération de 2 € par heure supplémentaire au-delà de 35. On sort du système, sans drame, sans idéologie. Deuxièmement, participation, intéressement. Oui, quand l'entreprise réussit, il faut que ça profite en plus du salaire aux salariés. Dès qu'il y a un bénéfice? Plus de monde, oui. Plus de monde qui bénéficie de la participation et de l'intéressement et plus de participation et d'intéressement. Et enfin, la prime au travail. La prime au travail, c'est le fait de prendre en charge une bonne partie des charges salariales. J'ai bien dit salariales. Parce qu'aujourd'hui, la prime d'activité est terriblement injuste. On prend en compte les revenus de la famille et pas votre revenu. Et donc, ça va permettre, pour commencer, parce qu'il y a urgence, jusqu'à 2 000 € net, plus que la prime d'activité aujourd'hui, de faire en sorte qu'il y en ait plus sur la fiche de paye. C'est le fait de prendre en charge une partie des charges salariales. Mais nous devons aussi engager une autre action. Vous le voyez bien, il y a cette urgence. Mais il faut quand même qu'il y ait des négociations
dans toutes les entreprises sur les salaires, les progressions de carrière. C'est le cas dans les branches. Non mais attendez, les progressions de carrière, les métiers de la propreté, de la sécurité, mais en 30 ans de carrière, vous avez 80 à 100 euros d'augmentation et après on s'étonne qu'il y ait des problèmes d'attractivité pour les aides à domicile. Il faut bien comprendre que il y a des injustices liées au travail et si vous faites les réformes comme la réforme des retraites, je veux aussi protéger le pouvoir d'achat des retraités actuels. Injustement traité par M. Macron en début de quinquennat. La hausse de la CSG, c'est lui. Le fait que les retraites complémentaires augmentent moins que l'inflation, c'est parce qu'il n'a pas eu le courage de faire la réforme des retraites. Et donc, vous le voyez, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait par le travail et ensuite la juste solidarité, notamment vis-à-vis des retraités. Philippe Juvin, vous me faites remarquer, il est vrai que vous êtes en retard dans ce temps de parole. Pour vous, la réflexion porte sur la richesse collective. Vous dites qu'il faut augmenter la richesse collective pour créer de l'emploi. Vous voulez une baisse massive des impôts de production, 35 milliards de baisse qui seraient fléchés vers des entreprises en dehors des grandes métropoles. Mais s'il peut y avoir un consensus autour de cette idée, la question du temps est essentielle. Est-ce que ça va arriver à la fin du quinquennat, si vous le faites? Moi, je crois, il y a une urgence. Non, mais je crois simplement qu'on ne peut pas distribuer de l'argent et des richesses qui n'ont pas été produites. Donc c'est pour ça que c'est très bien de se dire la richesse de la France, c'est ça. Et à l'intérieur de cette richesse, nous nous redistribuons d'une manière ou d'une autre un peu de pouvoir d'achat. Moi, je crois qu'il faut augmenter la richesse du pays. C'est en augmentant la richesse du pays qu'on rend les Français plus riches. Comment? D'abord en créant de l'emploi. Comment crée-t-on de l'emploi? Eh bien, en disant aux entreprises, je crée une fiscalité patriotique. Vous avez intérêt à venir fabriquer chez nous. C'est la diminution des impôts de production en dehors des zones métropolitaines. Pourquoi en dehors des zones métropolitaines? Parce que c'est là où il y a 70% des Français et c'est là qu'il n'y a que 20% de la croissance. Donc moi, je veux mettre le gouvernement a amorcé cette baisse des impôts de production. Ils ont baissé de 10 milliards. Il faut absolument baisser au minimum de 35 milliards. Pourquoi? Pour arriver au niveau de l'OCDE. De plus, la diminution de 35 milliards de ces impôts a une vertu, ça c'est l'Institut Molinari qui l'a prouvé il y a quelques jours dans un travail qui a été publié, c'est un impôt qui tue l'impôt et en fait il n'y aura pas de diminution des recettes de l'État si on se met à ce niveau-là. L'impôt de production, pour que les gens comprennent, c'est un impôt que les entreprises payent alors même qu'elles n'ont pas fait le premier euro, non pas de bénéfice mais de chiffre d'affaires, et donc c'est comme si vous mettez un sac à dos plein de pierres à l'entreprise en disant cours aussi vite que l'allemande ou la polonaise, évidemment ça ne peut pas marcher. Deuxième point, il y a la question de la réforme des retraites, c'est lié. On a un système aujourd'hui de financement des retraites qui ruine celui qui paye, qui n'enrichit pas beaucoup celui qui touche, le retraité, et qui ruine le pays. Moi, je pense qu'il faut une part de capitalisation dans le financement des retraites. La capitalisation, si on en fait 10 ou 20 ou 25% de capitalisation, ça a quoi comme effet? Ça a en effet, la réalité, c'est que ça crée un fonds souverain, garanti par l'État, j'insiste, garanti par l'État, qui pourra trouver toute son utilité à financer de l'activité économique et donc de l'emploi en France. Et enfin, troisième point, au début, souvenez-vous, vous avez dit où va l'argent? C'est tout le sujet. Et donc il y a deux sujets sur où va l'argent. Un, il y a de la fraude. C'est inconcevable. Le magistrat Charles Prats l'a très bien montré. Il y a 67 millions de Français et 75 millions de personnes qui touchent quelque chose. On est dans un pays de fous. Donc moi, je veux effectivement la carte vitale qui soit biométrique et je veux que tous les consulats de France convoque tous ceux qui touchent une prestation sociale pour les rencontrer et faire le point. Et peut-être là on aura du mal à rencontrer des gens qui sont morts depuis une dizaine d'années et qui continuent à toucher quelque chose. Contrôle que j'avais mis en place quand j'étais ministre des Affaires sociales. Dernier point, c'est la question de où va l'argent. Je suis favorable à une réforme de l'impôt sur le revenu qui ferait que les Français qui payent l'impôt sur le revenu auraient la capacité de dire oui, je veux que mon impôt aille à telle activité. C'est l'impôt choisi. Je suis français, je suis contribuable, je veux que mon impôt aille à la justice. Je veux que mon impôt aille à l'éducation, aille à la culture. L'impôt sur le revenu fléché par les contribuables français. Mais madame, tout est compliqué dans la vie. Tout est compliqué. Comment vous faites la question, je vous le dis, c'est qu'on définit des pôles de l'État, la culture, la justice, l'éducation, et on dit aux Français, où voulez-vous que l'argent aille? Et vous savez, ça sera très intéressant. Parce que ainsi, ça sera un sondage grandeur nature sur ce que veulent faire les Français. Vous savez que l'impôt, en réalité, ce n'est pas le droit de l'État, c'est que l'impôt, c'est une liberté qui est donnée aux individus de faire fonctionner l'État. Et bien moi, je leur redonne cette liberté. Liberté contrainte. Absolument. Je leur redonne cette liberté de choisir où l'impôt va. Et c'est fondamental. Je pense qu'ils préfèrent le voir baisser. Moi, je veux une société du travail et avec les 77 milliards d'euros d'économies que je vais faire, je redonnerai 25 milliards d'euros en augmentant
les salaires de 10% jusqu'à 2,2 SMIC, c'est-à-dire 2500 € net. L'objectif, pour moi, c'est que vraiment les revenus d'assistance et les revenus du travail soient vraiment différents et qu'il y ait une vraie incitation à retourner au travail. De la même façon que grâce à ma réforme des retraites, qui fera travailler jusqu'à 65 ans, comme dans les pays qui nous entourent, sauf les personnes usées par leur travail, alors on pourra revaloriser les petites retraites de ceux qui ont travaillé toute une vie jusqu'au SMIC net. Et puis je le dis, je supprimerai le contrat d'engagement d'Emmanuel Macron, qui est un RSA jeune, parce que nos jeunes, ils ont besoin d'être emmenés vers des filières de réussite et je créerai le revenu jeune actif qui financera leurs études, mais uniquement dans les secteurs qui recrutent. Il y a des centaines de milliers d'emplois. Vous les contraignez donc à aller dans les secteurs? Non, je ne les contrains pas. Je leur dis, si vous voulez être rémunérés, vous devez vous former, mais uniquement dans ces métiers-là. Pas de formation parking, pas de traitement statistique du chômage avec moi. C'est quoi les formations d'avenir pour vous? C'est celles qui sont définies par les régions en lien avec les entreprises. Parce qu'il y a 6 grandes branches professionnelles qui aujourd'hui recrutent massivement dans le pays et tout le monde les connaît. Par ailleurs, ce que je veux faire, c'est un choc de transmission, tout de suite. Parce que Éric Ciotti l'a très bien dit, il y a de l'épargne aujourd'hui. Et je veux qu'on puisse transmettre à ses enfants jusqu'à 100 000 € en déduction d'impôts, ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux et nièces. On n'a pas parlé du tout du logement, mais le pouvoir d'achat, c'est aussi le logement. Moi, je veux un droit au logement prioritaire pour tous les travailleurs de première ligne. Ça veut dire que je veux lier emploi, travail et logement. Et je veux aussi une France de propriétaires. Emmanuel Macron ne veut pas de la propriété privée. C'est quelque chose qui est mal. Madame Wargon refuse la maison individuelle. Eh bien, moi, je généraliserai le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro sur tout le territoire de la République. Éric Bertrand. 10 secondes, juste sur ce point. Valérie Pécresse a raison sur la question du droit de propriété. Moi, jamais vous entendrez mon ministre du Logement dire que le modèle de pavillon avec jardin, c'est has-been ou un contresens écologique. Elle habite où elle veut, cette dame, mais qu'elle ne nous oblige pas à changer de mode de vie. Et puis, il y a aussi un autre point. Par contre, ce que je vais demander à mon ministre du Logement, c'est de faire voter une proposition de loi de Julien Aubert, qu'Éric Ciotti défend également, que Dominique Sassone-Estrosi au Sénat. Le squatteur n'a pas les droits du propriétaire. C'est terminé. On fait respecter le droit de propriété. Voilà ce que je vais demander très vite à mon ministre du Logement et pas les élucubrations de Mme Wargon.